De la gestion de crise à la résilience des territoires, comment anticiper l'incertitude? On va être ensemble pendant, un petit peu de retard, pendant 1 heure à peu près, avec une table ronde donc consacrée à la gestion de crise, aux crises elles-mêmes et à la résilience, avec une question apparemment insoluble, c'est comment anticiper l'incertitude. Par définition, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut anticiper certaines crises et puis on doit se préparer à en sortir, à s'en remettre. Ce qu'on appelle couramment la résilience. Où en sont les territoires, quelles sont leurs capacités d'adaptation? C'est ce que nous allons voir avec Karine Topin-Condomiti, qui est DGS de Cannes. Karine, si vous voulez bien venir. Pierre Laplane, vous êtes DGS de l'Agence d'urbanisme de Strasbourg. Je vais vous laisser ma place parce que Laurent Chavillon est le patron du SDIS du Val d'Oise. Monsieur Chavillon. Alissa Rosanova, directrice du département géographique à Expertise France. Bonjour madame. Et Jean-Christophe Hérard est délégué à la stratégie nationale de résilience pour les collectivités territoriales. Jean-Christophe, je crois que vous aurez quelque chose à annoncer. Hein. Une bonne nouvelle. Enfin, l'État vient avec des moyens. Je ne me trompe pas, si? J'ai rien dans les poches. On a structuré. Alors, d'abord, je vais remercier votre collègue Patricia Lesault qui a fait un gros boulot préparatoire pour cette table ronde, qui sera structurée en 2 parties, hein, grosso modo. La première est consacrée même aux crises que l'on rencontre, que vous avez rencontrées d'ailleurs pour un certain nombre d'entre vous, dans l'exercice de vos missions. Karine, est-ce que vous avez un micro? Parce que c'est à vous que je vais passer la parole. Est-ce qu'il est bien connecté? Oui. A priori, oui. A priori, super, bon. très bien. Donc, vous êtes DGS de Cannes, vous avez été en poste à Nice et vous avez des choses à nous raconter sur ce qui peut arriver de pire en termes de crise. Ah, peut-être effectivement cette parenthèse absolument inoubliable, mais pas dans le bon sens du terme quand on est en fonction. C'est 2016. J'aurai l'occasion après de vous présenter les risques à Cannes et avec un petit film assez rapide, mais effectivement le pire qui puisse nous arriver, c'est l'attentat. D'abord parce qu'on n'est jamais prêt. Et beaucoup de solidarité aux collègues de la région parisienne qui ont eu à vivre ça avant le 14 juillet 2016 à Nice. Mais clairement, on n'est jamais prêt. Pour les crises, on peut se préparer. Je vous présenterai tout à l'heure, là, en quelques secondes, ce qu'on fait à Cannes sur les crises qu'on peut qualifier de traditionnelles, sur les risques qu'on arrive à cerner. Le risque terroriste reste celui qui est le plus imprévisible parce qu'il touche n'importe qui, n'importe quand, et avec une certaine fatalité. Et ça reste l'effet marquant parce que 14 juillet 2016, vous êtes parti pour un feu d'artifice et dans la nuit, vous comptez 85 victimes sur la promenade. Vous ne savez pas qui. Vous savez que vous avez des équipes qui sont mobilisées partout et vous essayez en tout cas dans ce cataclysme de non-gestion, de trouver la place du service, j'ose même pas dire du service public, mais du service tout court et du service de l'aide pour être utile, et je crois que c'est le cœur de nos métiers. Sur le volet cannois, donc beaucoup de risques, je vais proposer peut-être, on a fait un petit film qui vaut tous les mots, qui vous présentera en 2 minutes ce qu'on a à anticiper et parfois à gérer sur notre territoire. Je laisse à la régie nous lancer le film, si ça fonctionne. Donc là, c'est l'ensemble des risques auxquels notre territoire est soumis, s'agissant un risque un peu spécifique est la rupture de barrage, puisque nous avons en amont de Cannes le lac de Saint-Cassien, qui est une formidable réserve d'eau quand on est en période de sécheresse, mais qui nous expose à un risque de rupture de barrage. Cannes, touché par un violent orage ce lundi matin. Plusieurs secteurs ont été bloqués et fermés à la circulation. Il a plu 50 mm entre 7h et 7h30. Une nouvelle nuit d'angoisse dans les Alpes-Maritimes. Au plus fort des précipitations, l'eau monte très vite. À Cannes, au centre de protection urbain, 25 personnes sont en cellule de crise. Il faut gérer l'urgence, coordonner les équipes sur le terrain
et prendre des décisions rapidement. Protéger les eaux des secousses sismiques, des risques terroristes, ce nouveau poste de commandement communal a été créé pour lutter contre les risques majeurs. Équipé des dernières technologies et entièrement autonome, ce centre est connecté avec toutes les caméras de sécurité qui donnent en temps réel l'état des cours d'eau et les différents quartiers de la ville. Il est équipé aussi d'un suivi météo et il identifie aussi les zones à risque. Alors c'est très rapide, on active très rapidement le PC communal, où on peut coordonner les équipes sur le terrain, et la mission principale c'est l'alerte des populations pour leur mise en sécurité. Donc on peut alerter la population avec Canalert en voie de SMS, les haut-parleurs, et en interne on a également un autre WhatsApp qui permet justement de partager l'information sur le suivi de l'événement et de suivre les interventions des équipes. Depuis les pluies torrentielles du 3 octobre 2015 et de novembre 2019, l'agglomération Cannes-les-Reims renforce les actions de prévention, de protection et d'intervention. Aujourd'hui, avec l'ouverture de ce nouveau poste de commandement, la ville de Cannes pourra agir et gérer plus efficacement chaque risque majeur. Quelques images, quelques mots aussi. Je ne sais pas si vous souhaitez que je... j'intervienne davantage sur un sujet ou sur un autre. Donc là, il y a un cumul de crises possible pour vous. Alors, ça veut dire que dans l'exercice de votre poste, vous êtes joignable tout le temps, vous. Le téléphone est à côté de vous en permanence ? Oui, j'essaie quand même quelques heures dans la nuit de pouvoir me reposer. Ça fait partie de la régénération humaine. En revanche, clairement sur nos fonctions, DGA, DGS, directeur des risques majeurs que vous avez vu en interview, ça fait partie des postes où on doit être mobilisable, surtout en situation de crise, puisque on est en direction des équipes et des équipes de terrain. La dernière crise, donc, c'était le blackout à Cannes. Alors, ça tombe, je peux dire que ça tombe bien, mais ça me permet de causer de parler d'une crise qui vient d'arriver. Ça s'est passé comment là ? Donc on est le 24 mai. Personnellement, on est un samedi, donc j'ai un anniversaire chez moi, ce qui est quand même pas normal quand on a une vie personnelle normale. Et donc en fait, premier élément, on a un groupe WhatsApp gestion de crise que vous avez vu à l'écran, et j'ai une première information qui remonte en disant problème sur le crématorium, ce qui n'est pas le moindre des problèmes, coupure d'électricité. Donc là-dessus, contact vers Enedis qui confirme une coupure d'électricité générale sur l'ouest du département des Alpes-Maritimes, avec une potentielle intervention humaine. Là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Autorité territoriale, quand on a un problème, il n'arrive jamais seul, puisque 50% du réseau téléphonique est tombé. On était le 24 mai, le jour de la clôture du Festival de Cannes, donc ça c'était pour le côté sympa, pour la gestion de crise, puisque plus d'électricité, ça veut dire plus de réseau, plus de signalisation routière, ça veut dire plus de services publics, ça veut dire des personnes bloquées dans les ascenseurs, 50% du réseau téléphonique qui tombe, donc on ne peut plus se joindre, et là, qu'est-ce qui se passe? On actionne notre plan électrosecours. En quelques mots, quand on ne peut plus joindre, tous les cadres disponibles ont rendez-vous au PC de crise pour prendre des radios et pour pouvoir gérer en fait sur le terrain le déploiement des équipements. Vous aviez prévu un blackout de manière opérationnelle? Là, c'était pas un exercice, c'était en situation réelle. J'ai bien compris, mais quand il n'y a plus d'électricité, tout le monde doit se retrouver sur un point, c'est ça? Alors, plus d'électricité et surtout plus de moyens de se joindre. Parce que la gestion de crise, on a les deux points sensibles dans la gestion de crise, c'est la gestion de l'alerte et les communications. Et généralement, tout se cumule en fait dans la difficulté. Donc la gestion de l'alerte, elle peut se faire que si on peut communiquer les uns avec les autres. Et effectivement, l'une des fragilités, c'est que souvent, ça se cumule. Et aujourd'hui, on a tous nos téléphones portables. C'est la première chose qui ne marche pas ou qui ne marche plus quand on a une crise qui arrive. Pierre, vous avez été, je prenais le micro qui est à côté de vous, celui-là, si vous pouvez le détacher. Il est branché normalement. On va l'essayer, faites un test. Dites un mot. Il a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Vous avez été DGS de Strasbourg et dans des conditions aussi particulièrement rudes. Il y a eu un attentat. Vous allez nous dire comment on anticipe, comment on tente d'anticiper ce genre de risque. Qu'est-ce qu'on met en place, comment on s'organise quand il survient? Peut-être dire que dans ma carrière de 30 ans de directeur général des services, 2 événements m'ont particulièrement marqué. L'attentat, bien sûr, de Strasbourg, du 11 décembre 2018, 5 morts, 11 blessés, mais énormément d'émotions dans toute la ville. Et puis, je voudrais aussi citer le 26 décembre 2004, à Mulhouse, lorsqu'il y a eu une explosion de gaz qui a provoqué la mort de 17 personnes. Donc là aussi, toute une communauté touchée, ce qui me fait dire que dans ces événements, le rôle d'un DGS, c'est bien sûr d'organiser,
mais c'est aussi de prendre en compte et d'aider le maire à prendre en compte la dimension émotionnelle. Donc je me souviens très bien, malheureusement, de ce 11 décembre 2018. J'étais dans mon bureau, il était 20h15, et le directeur de cabinet de la ville et de l'Eurométropole vient me voir en disant « Pierre, est-ce que tu sais, est-ce que tu vois ce qui se passe ? Il paraît qu'il y a des tirs dans tout Strasbourg. » Très vite, je me suis immédiatement rendu avec lui au PC de crise qui était au -1 du centre administratif parce qu'on l'avait mis en place. Et ce que je voudrais dire, c'est que finalement, ce type d'événement, on peut le surmonter parce que c'est très fort, à la fois parce qu'on s'est préparé et parce qu'on a en quelque sorte capitalisé tous les événements qu'on a pu recevoir tout au long de sa vie professionnelle. Et je tiens aussi à dire, à côté d'un pompier, qu'après, à Mulhouse, on avait été aussi formé par le SDIS à la gestion de crise, et notamment aux postures. Les postures sont très importantes. Je me souviens, la direction générale, on courait au cours de l'exercice, on courait de partout, on s'agitait, et on nous a dit, attendez, vous vous calmez, vous réfléchissez, on va prendre un PowerPoint, vous regardez, en l'occurrence, c'était un exercice sur un risque d'explosion chimique. Et ça m'avait beaucoup marqué. Donc on est nourri à la fois par la gestion d'une incertitude et puis ce que nous permet le fait d'être entouré par des collaborateurs compétents. J'avais la chance à Mulhouse d'avoir aussi dans l'équipe un colonel de sapeurs-pompiers. Et donc voilà, effectivement, on vit ces événements. Alors pour une collectivité, ce sont des événements assez singuliers parce qu'ils montent très vite, j'allais dire, au plus haut niveau de l'État. Et donc la problématique, c'est d'être tout à sa place et rien qu'à sa place. Alors tout à sa place dans la relation aux élus, bien évidemment, avec une concentration, parce que le risque, c'est que chacun veut s'occuper de tout, d'où l'importance de structurer une cellule de crise, et puis de prendre place dans un dispositif qui très vite est mobilisé par l'État, avec un centre opérationnel départemental, et puis la cellule interministérielle de crise. Et à partir de minuit, le pilote de la cellule interministérielle de crise, c'était le président de la République lui-même, qui s'intéressait d'ailleurs à savoir s'il fallait rouvrir les écoles le lendemain. Donc pour vous dire, il y a à la fois une dimension rationnelle et de préparation, même au plus haut niveau de l'État, et puis il y a aussi, j'allais dire, des éléments qui vous échappent. Et c'est vrai que au cours de cet exercice, j'ai vu à quel point il était important que la place ne nous est pas donnée. Il faut aller la chercher. On avait la chance d'avoir un centre de supervision déjà très développé qui à l'époque était exemplaire. Il y en a eu depuis des plus développés encore, mais celui de Strasbourg était déjà très, très pertinent. Les images nous ont énormément aidés. Et puis on avait un directeur de permanence qui très vite est allé au PC de crise qui était au cœur du centre de Strasbourg. Et puis après, moi-même, je me suis rendu au centre opérationnel départemental parce qu'il était important que la ville soit là, bien sûr, pour accompagner, mais aussi pour porter sa voix par rapport à des problématiques qui sont posées. Et puis, on parlait de préparation. Moi, j'ai une certaine fierté quant à la gestion de cet événement qui a énormément soudé notre administration. On avait déjà, grâce à une élue qui s'était penchée sur la question, préparé un risque d'attentat avec un centre d'accueil des familles, puisqu'il faut très vite prendre en charge. On n'a pas eu, heureusement, le nombre de victimes de Nice, mais malgré tout, il y a un retentissement qui est absolument considérable. Et donc, on avait une liste de collaborateurs qui étaient prêts à se mobiliser. L'attentat a eu lieu à 20h à peu près le 11 décembre. Le 12 décembre, à 6h du matin, nous avions 200 volontaires qui étaient mobilisés pour organiser l'accueil des familles dans un centre qui était positionné à côté du centre administratif et qui a fonctionné pendant plusieurs semaines, ce qui était extrêmement important. Là, vous avez très bien décrit le rôle de l'administration, de son directeur général, de CDGA. Le rôle de l'élu va évoluer rapidement dans une crise majeure comme ça. Il va reprendre un rôle politique au sens noble du terme, par sa présence physique, par ses déclarations. Vous avez tout à fait raison. Un maire, c'est un père. Ou une mère, c'est aussi un père ou une mère. Mais dans l'autre acceptation, je parlais de la dimension émotionnelle qui est extrêmement forte. Donc il se trouve que le maire n'était pas
Roland Ries n'était pas à Strasbourg au moment de l'attentat. Il est venu avec le ministre de l'Intérieur dans l'avion du ministre de l'Intérieur. Et c'est vrai qu'il a eu à gérer beaucoup, à prendre des décisions qui étaient à la fois des décisions de résolution. Il y avait déjà eu la résolution, j'allais dire, de vouloir ouvrir le marché de Noël. Parce qu'on a ouvert le marché de Noël, on savait qu'il y avait des risques d'attentat. On a pris le plus de mesures possibles, mais malheureusement, il y a un comportement qui a échappé aussi au service de l'État et qui nous a échappé. Mais très vite, il a fallu décider, il fallait parler à la population, la rassurer, lui montrer qu'on était en situation de gérer au mieux. Et puis après, très vite, prendre des décisions, puisque pendant 2 jours, l'auteur de l'attentat était dans la nature. Et il a fallu décider, est-ce que les écoles sont ouvertes et les crèches sont ouvertes le lendemain. Il a fallu décider après de rouvrir, ce qui était quand même, j'allais dire, audacieux, mais pour le maire, c'était extrêmement important de dire que Strasbourg ne plierait pas devant le terrorisme, que Strasbourg avait le plus vieux marché de Noël du monde, que c'était une fête, et que même si la fête avait été gâchée, il fallait reprendre le cours de la vie. Et donc, il a pris la décision que le marché de Noël, dès que l'auteur de l'attentat a été neutralisé, de rouvrir le marché de Noël le vendredi même. Ce sont des actes qui sont extrêmement forts. Et c'est vrai que dans ces circonstances, la population fait corps à partir du moment où le maire s'engage, de la même façon qu'elle a fait corps avec Jean-Marie Bockel lorsqu'il y a eu cette émotion liée à l'explosion de gaz de Mulhouse. Merci. Je vais passer la parole à Laurent Chavillon, contrôleur général du SDIS, directeur départemental du SDIS du Val d'Oise. Quel regard vous portez sur le fonctionnement de nos collectivités ? Quelles expériences vous semblent intéressantes à relater? Puis quels conseils donneriez-vous? Voilà. Vous avez quelques minutes pour traiter ce sujet énorme. La question est large quand même. Juste avant de commencer, je voulais remercier les coprésidents de l'association des administrateurs territoriaux de m'avoir invité. Donc merci beaucoup. Et vous adressez de la part de Stéphane Morin, le président de l'association nationale des directeurs des services d'incendie et de secours, directeur et directeur adjoint, ses meilleures salutations. Et vous savez que nous avons des enjeux, un certain nombre d'enjeux communs à évoquer avec vous. Et il m'a chargé, je m'en acquitte bien volontiers, de vous adresser toute réussite pour ce congrès. Je vais quand même saluer aussi Patrick Bouchardon, mon DGS, au moment où on engage les dialogues sur la préparation budgétaire. Je trouve que c'est prudent. Et puis un petit message aussi auprès de Maxime Lebatteux, qui fait partie de votre association et qui est mon DAF, pour vous dire que les services d'incendie et de secours sont aussi, une collectivité qui peut accueillir des administrateurs territoriaux. Et je suis très fier d'ailleurs d'être un de ces SDIS qui a un administrateur territorial dans son équipe de direction. Voilà, c'est une richesse et une ouverture sur l'extérieur. Voilà, on ne fait pas que du pompier au pompier. D'une certaine façon, d'ailleurs, c'est déjà de commencer à répondre aux situations de crise. Cette idée de s'ouvrir, de ne pas rester dans son microcosme corporatif ou sa collectivité, je crois que c'est un sujet. Alors, mon regard sur la gestion de crise, c'est avec une grande humilité, parce qu'en fait, je ne vais sûrement pas m'ériger ce matin devant vous en un expert des gestions de crise. On va dire que dans ma fonction, je suis censé être un expert, en tout cas, de la maîtrise des situations d'urgence. Ça, c'est mon boulot de tous les jours. C'est de gérer les urgences générées par l'activité de secours et de protection de la population. Certaines de ces situations d'urgence, effectivement, vont dériver en situation de crise. Mais parfois pour des raisons qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, la cause à l'origine. Voilà, donc en fait, ça vous nous amène quand même à un premier constat, c'est que pour éviter d'évoluer vers des situations de crise, il nous faut nous organiser à répondre à toutes ces situations d'urgence. Et ce qui a été évoqué par mon voisine de Cannes en est l'illustration. C'est-à-dire qu'en fait, on agit en amont, on ne subit pas pour éviter de subir et éviter, au travers de cette façon de subir, de dériver vers un moment où on n'aura plus la maîtrise de l'événement.
Donc voilà, des situations d'urgence qui peuvent être des situations d'urgence pour ce qui est notre cas par rapport à ce que nous avons à traiter accidentels, en tout cas des risques industriels, technologiques, environnementaux, sociaux aussi, internes, externes, et donc nous organiser pour les gérer. Commencer dès ce niveau-là à ouvrir les réseaux, c'est-à-dire à travailler l'interopérabilité, parce qu'en fait, même dans ces situations des plus courantes, en fait, on ne travaille pas tout seul. Dans les situations de crise, alors en ce moment, j'ai mes collègues auxquels j'ai une grande pensée, de l'arc méditerranéen qui sont engagés sur les feux de forêt. Patrick tout à l'heure parlait des vents tournants, et là justement, ils ont fort à faire justement en raison des vents tournants. La crise n'est pas l'incendie en lui-même. À un moment ou à un autre, on sait que les sapeurs-pompiers aidés de tout l'interservice vont le maîtriser. Ou la mer l'arrêtera, au pire des cas, parce que, en tout cas, on y est. Mais bon, il faut peut-être essayer d'arrêter avant. En fait, ce sont aujourd'hui ce dont on se rend compte, ce que l'on constate, et même là, à des échelles plus réduites sur le territoire. On l'a constaté ici, dans ce territoire, il y a une quinzaine de jours. Ce n'est pas le sinistre en lui-même qui génère la crise. Le sinistre génère une situation d'urgence face à laquelle il faut intervenir. Ce qui va générer la crise, c'est les conséquences de ce sinistre, et non plus les conséquences immédiates, mais les conséquences sur le long terme. Et je pense notamment à ces incendies, ces grands incendies. Alors Lubrizol en est un exemple typique. Lubrizol, c'est un incendie qui démarre vers 6 heures du matin, en tout cas en fin de nuit profonde, et qui est annoncé éteint en milieu d'après-midi. La crise, en fait, elle vient bien derrière. La crise vient en fait des conséquences potentielles à long terme sur la santé par tout ce qui était produit en termes de produits de combustion et qui se sont ensuite été transportés sous le vent. C'est de là que vient la crise. La crise ne vient pas du fait qu'il y a un sinistre. Les services d'incendie de secours ne sont pas remis en cause dans leur action. Ça va même plutôt vite au regard de la caractéristique de ce sinistre. La crise vient de la difficulté à rassurer, à avoir un discours, je dirais, factuel, presque scientifique, qui va démontrer qu'à long terme, il n'y a pas de conséquences sur la nature, l'environnement et les personnes, sur ces conséquences. Ça, c'est quelque chose de nouveau que nous ne connaissions pas il y a de nombreuses années. En fait, le feu était éteint, terminé, on passait à autre chose. Et nous l'avons connu d'une certaine façon, dans une beaucoup moindre mesure, il y a une quinzaine de jours, sur un incendie d'un feu, je dirais, à l'air libre, sur des dépôts accumulés au cours de 30 ans sur une zone d'accueil de gens du voyage qui ont été évacués. Il y a eu un incendie. Et en fait, le sujet de l'extinction d'incendie, qui a duré comme 60 heures, n'a jamais été discuté. Ce qui a été discuté, c'est les conséquences de ces fumées, de la qualité de l'air, des écoles qui étaient sous le vent, qui ont été fermées, et à quelles conditions je les rouvre. Et là, effectivement, selon la façon dont les choses étaient traitées, ça peut être simplement de la gestion de situation d'urgence, ou ça pouvait tomber sur une gestion de crise. C'est dans tous ces événements, c'est aussi ce que l'on constate, et je reviens sur Lubrizol, ou mon petit exemple plus récent, c'est la mise en cause en fait de la parole publique. C'est-à-dire qu'en fait, la parole publique, la parole du sachant n'est pas écoutée. Ou alors, et ça c'est aussi lié à l'immédiateté des réseaux, elle est remise en cause par des experts autoproclamés qui ont une plus forte audience que les autorités qui n'ont pas encore pris le pas de communiquer sur, à équivalence de réception. Donc ça c'est un vrai sujet, et aujourd'hui on le voit, je reviens sur mes exemples d'incendie avec forte production de fumée. C'est quand même compliqué d'expliquer quand on a les caméras face à soi, qui aiment bien effectivement filmer le pompier, etc., parce que c'est l'homme légitime, etc., qui a un panache de fumée qui est noir, comme on n'y voit plus rien dans le dos, et qui dit non mais tout va bien. C'est pas évident, donc il faut appuyer ça effectivement d'un discours assez scientifique, assez factuel, le faire porter par une personne légitime. Je vous rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, je pense que les élus doivent s'approprier cette capacité à le porter, parce que sinon pas la légitimité, en tout cas de l'expertise, ils ont la légitimité politique, et ils sont encore une figure pour laquelle il est accordé une parole sur le territoire. Et puis cette gestion de crise, alors situation de crise, situation d'urgence, on pourrait la développer encore plus, mais
Et Patrick l'a évoqué d'une certaine façon tout à l'heure, c'est cette gymnastique que ça appelle de gérer en fait 2 dimensions en même temps. C'est-à-dire le présent, il faut quand même lutter contre ce sinistre, il faut lutter contre les causes, il faut réalimenter les ascenseurs, etc. Parce que sinon, on va y avoir les personnes à l'intérieur vont finir par être en grande difficulté. Et puis constamment s'orienter sur le futur. Et en fait, et le présent, c'est celui sur lequel il faut faire ça. Il peut y avoir un moment effectivement de débordement, qui peut être un événement de sidération. Et là, ce présent, généralement, on le traite par nos procédures, par nos process. On déroule notre métier. On ne se pose pas de questions métaphysiques. C'est ce que nous faisons, nous, au quotidien, sapeurs-pompiers. Nos premiers intervenants déroulent le métier. Ils s'appuient sur leurs procédures, ce qu'ils ont appris dans leur formation, ce qu'ils ont accumulé, je dirais, de leur expérience, et puis toute l'organisation qui a été mise en place. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Là, le sujet, c'est très rapidement d'avoir, je dirais, un regard, quelqu'un qui prend un peu de recul sur la gestion d'événements et qui va dire, non mais là, à un moment, la gestion du présent ne suffit plus. Il faut effectivement basculer dans un autre temps. Le temps, c'est celui du futur. Et consacrer alors une gestion à ce futur, l'anticiper, remettre effectivement de l'intelligence qui ne va s'occuper que de ça. Le premier temps, la réaction immédiate, c'est du commandement généralement. On exécute, on donne des ordres, ils sont exécutés, ça va bien. Le deuxième temps, le futur, ce n'est plus du commandement. Et là, on va basculer sur un temps qui, de mon point de vue, est du management de crise, parce qu'on va faire appel à l'intelligence collective, on va faire appel à de l'expertise, on va ouvrir des réseaux, on va aller encore plus loin dans les réseaux. C'est plus d'interservice, c'est carrément de la collaboration de territoire, j'entends dire, parce que en fait, notre sujet là, ce qui nous lie tous, et ce qui va nous amener les uns et les autres à sortir de notre cadre, c'est l'idée de traiter, de gérer en fait un événement qui va impacter notre territoire. Et c'est donc ce qui va nous amener à sortir de notre cadre. C'est typiquement la crise Covid. La crise Covid, en fait, d'abord, qui n'est pas qu'une crise, qui est une succession de crises. Moi, j'ai identifié 4 vagues, 4 crises dans la crise. Et je me rappellerai toujours ce fin février 2020. Bon, j'assumais l'intérim de mon établissement public, j'étais dans les Yvelines à l'époque, où je réunissais mes cadres pour qu'on commence à se préparer. Et mes cadres, quasiment le comité de direction, en gros, me disaient, monsieur le directeur, est-ce que vous n'en faites pas un peu trop ? Bon. 2 heures après, nous avions le premier cluster Covid sur un centre de secours. Bon, la réponse, elle avait été donnée, quoi. Donc ça a duré 2 heures. Et ensuite, c'était une succession de crises. La crise du transport ou du secours, avec le premier confinement. Ensuite, la crise des tests. Comment on fait pour tester toute la population ? Alors la première partie, on y a un peu répondu, mais il a fallu à un moment aller trouver d'autres solutions, mobiliser d'autres acteurs et les faire sortir de leur cadre pour arriver à répondre aux besoins. La crise des tests, pareil. Comment on fait pour tester toute la population ? Avec quels moyens ? Je dirais, la réponse, dans un premier temps, se fait par les institutions qui sont en charge, la santé notamment, qui expliquent que le test est un acte de soin, donc il ne peut être fait que par des soignants. Oui, les soignants, de toute manière, ne sont plus en capacité de faire, donc on va aller chercher d'autres personnes. Et là, on a formé des sapeurs-pompiers dans une vitesse à laquelle on n'avait jamais pu imaginer, et bien d'autres acteurs d'ailleurs à faire de la vaccination. Ensuite, c'était le vaccin. Et rebelote, donc là on a ouvert des centres de vaccination. Le pompier qui on a dit mais il n'est pas infirmier, il ne peut pas faire une piqûre, il a appris à faire une piqûre en 2 heures et puis ensuite il a vacciné. Je crois que tout le monde s'en porte bien aujourd'hui. Et puis après il y a eu le retour à la normale là qui pour nous, qui d'une manière générale dans toutes nos institutions a été de manière un peu différente là, mais a été aussi quelque part un temps particulier. Donc cette capacité à enchaîner les différents événements au sein d'un même événement, en fait, est aussi une des caractéristiques à laquelle il faut se préparer, surtout pour la Covid ou pour ce qui nous concerne. Nous étions à la fois en lutte et impactés. Donc en fait, il faut aussi répondre à la fois à un événement extérieur et puis qui vient aussi nous toucher. Voilà. Merci. Moi, ce qui me semble important dans ce que vous avez dit, c'est qu'il faut tirer un fil vers la conséquence ultime d'une crise. Par définition, on ne peut pas la connaître, mais il faut avoir un peu de créativité, si j'ose dire, en ce domaine. Est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez intellectuellement quand vous dites « je vais faire un plan » ? Parce que là, vous avez parlé des fumées, par exemple, de ce terrain. Vous n'aviez pas anticipé le problème politique que ça poserait, etc. Covid, par définition, on ne pouvait rien anticiper. Mais est-ce que vous tirez dans vos plans de prévention des fils comme ça ? En fait, les plans de prévention nous servent à gérer l'immédiateté. Ouais. À répondre, c'est ce que j'appelle tout à l'heure, c'est les actions réflexes. On sort le plan
Et le plan qu'on a préparé, parce qu'un plan qui n'a pas été testé, éprouvé, qui n'a pas été mis en œuvre d'une manière ou d'une autre à terme d'essai n'a strictement aucune valeur. Un plan, voilà, donc, mais ça je pense que tout le monde en est conscient. Le plan en fait nous permet déjà de passer la phase de surprise. Ouais. Et voilà, il permet de démarrer. Mais il faut décliner le plan, il faut appliquer le plan tout en sachant gérer l'adapter. Je dis simplement que face à cette situation, à côté du plan, je pense qu'il faut avoir cette capacité à poser une autre cellule de réflexion, un groupe qui va essayer d'aller plus loin en fait, et travailler sur les situations envisageables. Réduire cette zone d'incertitude en fait. Ne pas attendre que les faits arrivent pour commencer à travailler dessus. C'est loin d'être évident. Hein. C'est un exercice sur lequel, ma foi, qui n'est pas une science exacte, mais à laquelle il faut s'exercer. En fait, le sujet n'est pas d'essayer de tout maîtriser par le plan, mais d'être prêt à avoir une posture qui permette de répondre à toutes les situations. Merci. On a reçu une vidéo de votre collègue, à tous, Rosita Waro. Elle est DGS de la communauté d'agglomération du Nord de la Réunion, CINOR, communauté d'agglo qui compte quelques 210 000 habitants et qui comprend notamment Saint-Denis de la Réunion. Est-ce que vous voulez bien lancer la vidéo, mesdames et messieurs en régie, s'il vous plaît, qui dure 5-7 minutes ? Merci. Bonjour à tous. Écoutez, je suis en visio préenregistré. Je voudrais d'abord remercier la ATF de m'avoir convié à cette table ronde. Je suis co-secrétaire générale dans le bureau et je suis systématiquement ravie de voir que des associations professionnelles intègrent maintenant les Outre-mer dans leur réflexion stratégique et évidemment sur les questions de résilience. Saluer le public, saluer les collègues qui sont autour de la table. Mes propos vont avoir pour objectif de vous faire un peu un retour d'expérience d'une directrice générale d'intercommunalité de la Réunion, donc la communauté d'agglomération du nord de la Réunion, où nous sommes 3 communes, dont la ville centre, capitale, pour 210 000 habitants à peu près. Et je voudrais vous faire part de mon témoignage sur la question cyclonique. Alors, peut-être d'abord vous partager un petit point de vue personnel sur la question de la gestion d'une crise. Je crois, et peut-être que c'est de la même manière dans l'Hexagone, je crois que les communes sont très très habituées à faire de la gestion de crise et les intercommunalités un peu moins. Et pour autant, quand on voit les compétences qui ont été transférées des communes vers les intercos et j'ai envie de dire presque de l'État vers les intercos, force est de constater que les intercos sont en première ligne sur la gestion de crise. Et nous, sur les cyclones, on a un vrai paradoxe parce qu'en fait, on a des cyclones de moins en moins fréquents, mais de plus en plus violents, avec des périodes où on a énormément d'eau. Et en même temps, on commence à souffrir à La Réunion de sécheresse et de manque de ressources en eau, ce qui rend la situation complètement nouvelle par rapport à ce qu'on a pu connaître quand on était petit, jeune et enfant. Faire face aux difficultés, c'est se préparer avant, pendant, après. Je voudrais moi insister sur les conditions de la réussite, en tout cas telles que je les vois dans ma communauté d'agglomération, sur ces 3 volets-là, avant, pendant, après. Il y a au moins 3 facteurs de réussite. D'abord, je balaye devant ma porte. Donc, je balaye devant ma porte, je vérifie qu'on a tous les outils juridiques opérationnels pour intervenir. En amont, aller égaler les arbres, vérifier les déchets, nos réseaux d'eau pluviale, nos ravines, nos digues, j'en dirais de l'eau. Deuxièmement, il faut qu'on ait les hommes et les femmes, les forces vives qui soient disponibles, formées, réactives. Et donc ça veut dire qu'on a préparé nos collaborateurs, qu'on est carré avec les partenaires sociaux, qu'on est carré sur les systèmes d'astreinte et qu'on se professionnalise sur la gestion managériale. Le 3e point important dans les facteurs de réussite, c'est la question de la coordination. Vraiment, c'est très important. Et dans ce secteur, dans ce domaine de la coordination, il y a un petit point dont je veux parler, qui n'a aucune valeur juridique, mais c'est la capacité à travailler ensemble et la capacité à mettre les égos de côté dans la gestion de crise. Je vous assure que c'est hyper important, sinon on n'arrive pas
à intervenir sur le territoire, sur les voiries, on se marche sur les pieds entre nous et les communes. Donc ça veut dire qu'on se connaît bien, ça veut dire qu'on s'est vu, on se côtoie, c'est pas une équipe de gestion de crise qui arrive ad hoc de je sais trop où. On a travaillé ensemble, on se connaît, on sait qui fait quoi entre nous, les communes, les services de l'État, le SDIS, qui est un partenaire important, les pompiers, la Croix-Rouge, le FIRA, enfin, bref, les délégataires. Et nous, on a mis en place des procédures très précises avec une cellule de coordination qui est supervisée par le politique et par moi-même, parce qu'il faut qu'il y ait un montage politique. Et vraiment, j'insiste beaucoup parce que parfois, on peut avoir des gens qui travaillent très bien tout seuls, on peut très bien faire, mais ensemble, on ne sait pas bien faire. Et nous, les sujets qui nous intéressent à la CINOR, c'est la question des déchets, la question des réseaux d'eau, la question des radios d'idées, la question du transport, les transports urbains, les transports scolaires. Je voudrais aussi parler de 2 points qui me paraissent importants et dont j'estime en toute transparence et honnêteté qu'on peut encore aller plus loin à la CINOR, à la Réunion, de manière générale. C'est la question de l'information et de la communication au sens plus large à 360 degrés pour informer vite, mais bien. Il ne faut pas trop écouter les réseaux sociaux qui disent n'importe quoi, mais il faut quand même être à l'écoute du terrain, donc écouter les réseaux sociaux. Et donc je vois que ça, c'est une source de crispation quand je parle de travailler bien ensemble. C'est source de crispation. Et là, moi, je suis en train de travailler pour la prochaine saison cyclonique sur des outils peut-être de partage plus collaboratif. Et un deuxième point d'amélioration que je voulais évoquer ici, parce que je pense que c'est un sujet transverse, c'est la question de la prise en charge des traumas. Nous, j'ai l'impression qu'on n'est pas outillé ou bien qu'on n'y pense pas assez à la prise en charge psychologique des traumas chez les citoyens. Parce qu'il faut boucher les trous, parce qu'il faut ramasser les déchets, parce qu'il faut agir vite et qu'on est dans le technique, et puis en plus on a beaucoup d'ingénieurs autour de nous, je salue les ingénieurs, mais ils sont dans l'action. Et donc ça c'est un point d'amélioration et ça fait partie des sujets là pour la prochaine saison cyclonique qui chez nous démarre le 15 octobre. Donc je suis déjà en préparation pour le 15 octobre. Pour autant, comment on prend un virage pour la résilience, pour être armé sur du moyen et long terme, c'est une vraie question de société citoyenne. Et nous, à La Réunion, ça pose des questions d'aménagement du territoire, parce que le foncier est rare et il est cher. Ça veut dire qu'on fait de l'aménagement du territoire de manière différente, qu'on va faire peut-être plus de densité et moins d'étalement urbain. Or, nous, ce qu'on adore, c'est avoir des petits terre avec des petits jardins, si possible des poules, etc. Donc ça veut dire qu'on pense la vivre différemment, ça veut dire qu'on pense l'agriculture différemment, le lien avec le monde agricole différemment, ça veut dire qu'on pense les priorités différemment, qu'on accepte d'investir autant sur les réseaux que... Et donc tout ça, c'est apprendre la résilience, remettre les citoyens comme on faisait avant, et puis comment on travaille sur la question des ravines, parce que tous les experts en matière écologique nous disent aujourd'hui que l'endiguement des ravines, c'est une fausse bonne solution, qu'il faut laisser de la place à la nature. Or, nous, on est habitués, quand on a un problème, la population, les citoyens, l'opinion publique, on pense qu'il faut endiguer quand on a dit, on résout. Et aujourd'hui, tous les experts montrent que la manière dont on a agi, dont on a vécu, elle a toute sa raison d'être, mais il faut voir les choses différemment pour l'avenir, et c'est pas que des questions de gestion de crise. Donc le sujet de la résilience, c'est le sujet du moment, c'est un sujet difficile, c'est un sujet technique, c'est un sujet politique, et nous, on a des groupes de travail au niveau de l'Interco, avec les partenaires de la région, les CEDER, il va être auditionné dans 15 jours par le CEDER, pour travailler plus largement en matière transversale sur tous les territoires de La Réunion. Et je pense que j'ai terminé ce que je voulais dire, en espérant ne pas avoir été trop long pour l'auditoire. Merci beaucoup. Merci Rosita Waro, merci à elle pour cette présentation. Alissa Rosanova, donc directrice adjointe du département géographique à Expertise France. Vous avez un micro, très bien. Bonjour, dites-nous un mot peut-être sur Expertise France et puis sur la façon dont vous avez envisagé le sujet résilience. Résilience en Ukraine et les leçons qu'on peut en tirer pour ici.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'opportunité de parler du rôle des collectivités locales ukrainiennes comme acteurs de la résilience du pays et de ce que peut faire la France à travers ces deux opérateurs comme Expertise France, Agence de coopération technique internationale interministérielle, et l'AFD, Banque française de développement, pour accompagner les partenaires ukrainiens. Expertise France, notre principale mission, c'est de développer et de mettre en œuvre les projets d'assistance technique pour accompagner les partenaires internationaux, les États, les collectivités locales, parfois la société civile, sur pratiquement tous les secteurs des politiques publiques, en commençant par l'éducation, le développement durable, mais aussi la défense et sécurité. Et tout ça pour atteindre les objectifs de développement durable à long terme. Par rapport à l'Ukraine, comme vous le savez tous, malheureusement, l'Ukraine fait face à une guerre d'agression russe à grande échelle depuis pratiquement plus de 3 ans et demi. Et les collectivités locales sont devenues le premier rempart pour les populations. Tout d'abord parce que les collectivités ils ont accueilli les personnes déplacées qui ont fui les régions qui étaient attaquées en premier. Et ensuite parce que malgré toutes ces circonstances, ils ont maintenu les services publics de base sur tout le territoire. Ils continuent de le faire, y compris près de la ligne de front. Les collectivités, bien évidemment, ils font face à des défis sans précédent, des infrastructures qui sont détruites régulièrement, le manque de ressources humaines, c'est aussi le tissu économique qui est en train de se tricoter, ou en fait la délocalisation des entreprises, mais aussi dans certains territoires, les populations, ça s'évide, et dans d'autres territoires, il faut faire face à l'afflux. Il faut donc s'adapter. En même temps, les collectivités en Ukraine sont devenues aussi les premiers acteurs de la reconstruction et de l'intégration européenne. C'est les deux streams principaux qui, on va dire, motivent la population ukrainienne par ces thèmes-là. On peut dire que les collectivités locales en Ukraine aujourd'hui font face à 3 défis. Le premier défi, c'est protéger les populations. Une collectivité doit faire en sorte que les populations soient informées de manière efficace des menaces quotidiennes, voire plusieurs fois par jour, leur offrir des abris pour assurer aussi la continuité, par exemple pour les écoles ou pour les hôpitaux. Et ensuite, parfois encore une fois, tous les jours, liquider les conséquences des attaques. Deuxième défi, c'est de maintenir les services de base. Donc, j'ai déjà cité l'école, les hôpitaux, mais aussi, bien sûr, l'eau et l'électricité. Vous savez que les infrastructures électriques étaient plus particulièrement visées par les attaques et continuent. Et aussi, dans la mesure du possible, de soutenir quand même les entreprises locales, puisque, en fait, il faut quand même que l'économie ukrainienne fonctionne dans la mesure du possible. Enfin, le troisième défi, c'est le défi de la reconstruction. Reconstruire les infrastructures, les logements d'autres sites, c'est un enjeu crucial pour les collectivités locales pour garder les populations, voire encourager les retours là où c'est déjà possible. Donc, notre agence Expertise France, on accompagne une dizaine de collectivités locales dans la région de Tchernigiv en Ukraine. C'est une région où la France a choisi de concentrer son aide, en tout cas une aide d'urgence. On accompagne ces collectivités locales sur les 3 dimensions. On a fait les travaux, on a fourni des équipements, on a fait plusieurs choses, mais moi je voudrais parler plus de la 3e dimension, la dimension de la reconstruction, sur lequel à la fois notre agence et à la fois l'AFD est plus particulièrement impliquée. Donc,
la reconstruction, c'est un processus qui ne s'invente pas. Et donc, dans ces conditions des guerres, les collectivités locales, comme un des intervenants a dit, tout le temps doivent faire cette gymnastique entre le présent, urgence, tout de suite, maintenant, et l'avenir, le futur. Et à la limite, tant mieux, puisque c'est quelque chose qui les motive, qui les maintient dans l'état d'esprit positif autant que possible. Donc, pour la reconstruction, ils doivent bien évidemment revoir tout ce qui est donc les documents stratégiques, leur plan de développement, en se posant les bonnes questions sur l'avenir de leur territoire et bien évidemment intégrer les conséquences de la guerre et sur certains territoires et sont, on va dire, irréversibles pour un certain nombre d'années. Donc il faut qu'il intègre tout cela, mais aussi en fait ils profitent de cette situation pour reconstruire mieux. C'est pratiquement leur devise, Build Back Better, pour donc intégrer les normes, par exemple environnementales, etc. Donc tout ça, ils doivent, dans ce contexte des crises, penser autrement et mieux à l'avenir. Ensuite, ils doivent préparer donc un pipe de projet et aller chercher des financements auprès de l'État, qui est donc, vous pouvez bien imaginer l'état des finances publiques en Ukraine, et donc auprès des partenaires internationaux, puisque les collectivités locales, par ces temps-là, plus particulièrement, n'ont absolument pas la capacité d'autofinancement pour des projets d'infrastructures importants. Et donc, en fait, ça les pousse à aller on va dire, devenir VRP en fait, de leur territoire et communiquer beaucoup pour attirer les investisseurs assez souvent étrangers. Et enfin, une fois on aura obtenu les financements, il faut qu'ils arrivent aussi à piloter les projets de reconstruction pour faire les choses dans les délais avec la qualité qui est envisagée. Alors, comment nous, Expertise France et l'AFD, on peut accompagner ce processus de la reconstruction. Donc, comme j'ai déjà commencé à dire, que c'est un travail préparatoire énorme qui nécessite des compétences qui sont pas forcément, enfin, qui étaient déjà pas forcément disponibles avant la guerre, et la situation s'est pas améliorée avec les effectifs. Donc, en fait, notre agence, elle amène de l'expertise. Parfois, c'est de l'expertise locale parce qu'il y en a aussi, mais aussi de l'expertise française, souvent en provenance aussi des collectivités locales françaises, en les amenant en Ukraine, ou en faisant venir les fonctionnaires et parfois les élus ukrainiens en France pour partager les bonnes pratiques dans tous les secteurs et sur les thématiques qui sont pertinentes donc, pour la reconstruction, à la fois la planification urbaine, la gestion des investissements publics et d'autres. Par ailleurs, on finance aussi, bien sûr, un certain nombre des études préalables, de plans de mobilité, plans de gestion des déchets, etc. etc. Donc, les données qui vont intégrer dans leur réflexion stratégique et pour la préparation des projets. Enfin, l'AFD, en tant que banque de développement, elle met à disposition des collectivités locales des lignes de crédit et de l'assistance technique pour accompagner et pour réaliser les projets de reconstruction. Pour conclure et un peu tirer des enseignements rapidement, je voulais dire que c'est un contexte d'incertitude, vous pouvez bien imaginer, de tous les jours. Donc, ils ne savent pas le matin ce qui va se passer le soir. Et donc, leur capacité d'adaptation, je pense qu'elle a vraiment atteint vraiment des limites. Et donc, en fait, les collectivités locales font preuve d'une exceptionnelle résilience grâce à la mobilisation des femmes et des hommes au quotidien et grâce à leur capacité justement à gérer le quotidien, les drames quotidiens, donc les difficultés quotidiennes,
tout en préparant l'avenir. Et il ne faut pas que le préparer, parce que les chantiers de reconstruction sont certains en cours, certains déjà finis. Voilà, ils n'attendent pas la fin de la guerre, d'ailleurs on ne sait pas quand ce qui va arriver. En s'inspirant des meilleures pratiques et aussi en s'appuyant sur les partenariats internationaux, et c'est peut-être le mot de conclusion. Donc, il y a déjà beaucoup de collectivités locales françaises qui sont impliquées dans la coopération de la décentralisée avec l'Ukraine. Nous, par exemple, on a un partenariat avec Île-de-France, donc on collabore ensemble sur ces d'ailleurs mêmes sujets d'accompagnement des collectivités locales. Et donc voilà, toutes les bonnes volontés sont bienvenues, à la fois individuellement, à la fois institutionnellement. Je vous remercie beaucoup. Je vais devoir un peu presser tout le monde pour qu'on s'arrête dans quelques minutes. Laurent Chavillon, j'avais une question pour vous à la suite du témoignage très intéressant qu'on vient d'entendre. Vous travaillez aussi à l'échelle internationale, vous, sur l'anticipation des crises ou la réponse aux crises ? Au niveau local, non. Au niveau départemental, non. On y contribue par la mise à disposition d'officiers experts qui peuvent intégrer des programmes pilotés par la direction générale, voire les mécanismes européens. Mais enfin voilà, notre contribution, elle est indirecte. Voilà, même si nos réseaux associatifs savent aussi se mobiliser pour certaines causes, et notamment lorsqu'a débuté le conflit, voilà, il y a eu un certain nombre d'actions humanitaires qui ont été organisées par l'institution, la profession, ces associations en faveur d'eux. Mais c'est indirect, c'est porté par la direction générale. Merci. Pierre, la règle des 3-30-300. Oui, alors peut-être en deux mots, on a beaucoup parlé de la crise et on a parlé du moyen-long terme. J'en profite pour dire, pour le moyen-long terme, les territoires ont besoin d'ingénierie. Il y a l'ingénierie des collectivités, il y a les réseaux, ça a été dit tout à l'heure par Marie-Claude. Il y a aussi les agences d'urbanisme qui sont là pour les accompagner. On a une raison d'être, nous, à l'agence d'urbanisme de Strasbourg. Je suis ensuite directeur depuis 5 ans. Je suis un déchargé finalement résilient et malgré tout heureux. Et c'est révéler les dynamiques, accompagner les territoires. Et avec toutes ces incertitudes, il est extrêmement important que les territoires puissent aussi s'adosser sur une ingénierie qui soit la plus diverse possible. C'était pas du tout ma Et question. pour les villes, comment ? Et la règle alors ? Alors, on y arrive, 3-30-300. Pour les villes, 3 défis. Le défi du dérèglement climatique, le défi du vieillissement, le défi du care. Et je voulais évoquer un sujet important, c'est la place de la nature en ville, qui est un des déterminants de santé. Et nous travaillons, nous, à l'agence d'urbanisme, avec les autres agences d'urbanisme, sur une règle qui, à mon avis, va fonder beaucoup d'évolutions des plans locaux d'urbanisme. C'est la règle des 3-30-300. C'est un critère scientifique de bien-être et de santé. C'est 3 arbres à vue, voire 3 arbres dans son environnement professionnel ou personnel. C'est 30% de couvert végétal. Vous savez, l'intérêt des sols, l'intérêt aussi de la végétalisation dans la lutte contre contre les îlots de chaleur. Et puis, c'est les 300 mètres. À 300 mètres, avoir un parc dans lequel, notamment les personnes les plus fragiles, peuvent se ressourcer et se rafraîchir. Merci. On va s'arrêter là, désolé, parce que je ne peux pas déborder au-delà d'une demi-heure. On a pris un petit peu de retard dès le début. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à tous les 5 que vous pouvez applaudir.